Light est un adolescent joyeux qui a toujours rêvé de devenir un aventurier à succès afin d'offrir à sa famille une vie de luxe. Pour atteindre son objectif, il quitte son petit village et se dirige vers la ville pour s'inscrire comme aventurier. Mais les choses ne sont pas faciles pour lui. Dans ce monde, la déesse a créé 9 races et les humains sont considérés comme les plus inférieurs d'entre elles. En conséquence, ils sont toujours victimes de racisme et Light en fait l'expérience dès qu'il met le pied en ville. Un aventurier homme-bête lui dit grossièrement de dégager le chemin et Light ne peut que s'excuser, même s'il ne bloquait pas vraiment le passage. Quoi qu'il en soit, une fois arrivé à la guilde, il s'inscrit comme aventurier et la réceptionniste lui explique que les nouveaux venus comme lui reçoivent initialement le rang F. Elle lui demande s'il a un don pour son évaluation, et Light affirme avec enthousiasme, et lui dit que son don est le gacha illimité, capable de matérialiser des objets, car une simple explication ne suffit pas à en montrer l'étendue. Light décide de faire une démonstration et invoque son appareil de gacha, qu'il active aussitôt. Le gacha sort une carte fourchette, et dès que Light la relâche, une fourchette se matérialise sur la table. Cependant, la fourchette est toute tordue et Light panique. Il dit à la réceptionniste que les choses se passent généralement mieux et utilise immédiatement sa compétence plusieurs fois, mais le résultat est identique. Il tire une pomme pourrie et un pain moisi, ce qui convainc la réceptionniste que ce raté ne mérite rien de plus que le rang F. Light l'accepte volontiers et lui demande ensuite s'il y a des emplois qu'il peut prendre immédiatement. La réceptionniste lui indique le tableau d'affichage où sont postés tous les petits boulots faciles, mais Light devient nerveux rien qu'en voyant cela. La réceptionniste réalise que Light est analphabète, en plus d'être un bon à rien. Mais cela n'est pas une surprise, car les humains ont de faibles taux d'alphabétisation. Elle lui dit qu'il peut faire des tâches basiques comme transporter des rochers et ramasser du bois. Mais cela paie beaucoup moins que d'autres emplois. Light accepte, et après une journée de travail acharné, il parvient à gagner assez d'argent pour louer une chambre. Il doit encore compter sur sa compétence de gacha pour la nourriture, mais il est confiant de pouvoir s'en sortir. Cependant, une bande d'hommes bêtes a un autre plan pour lui, et ils se mettent délibérément sur son chemin afin qu'il les heurte. Leur chef commence immédiatement à crier sur Light pour l'avoir bousculé et salit ses vêtements. Avant qu'ils ne lui prennent sa bourse, Light panique, leur demandant de rendre l'argent car il n'aurait pas de logement sinon. Mais l'homme-loup le repousse d'un coup de poing, lui disant qu'il doit payer sa lessive. Les hommes bêtes laissent Light gisant dans une flaque de boue et tous les passants lui disent à moi d'aller dormir dans les bidonvilles sales avec les autres humains. Light se sent vraiment désespéré à ce moment, mais soudain quelqu'un lui tend une main secourable. Il prend instinctivement la main de la jolie elfe devant lui, mais réalise une seconde plus tard que sa propre main était couverte de boue. Light recule, s'excusant auprès de l'elfe d'avoir sali sa main, mais elle lui dit que ce n'est rien. Elle l'assure qu'elle ne lui fera pas de mal, mais des années de racisme et de discrimination ne lui permettent pas de le croire. Pour prouver ses dires, l'elfe s'agenouille soudainement et le serre dans ses bras, laissant Light sans voix. Même si les gens sur la route se moquent à moi de l'elfe pour s'abaisser ainsi pour un humain, elle aide Light à se relever. Derrière l'elfe, il y a un groupe de personnes de différentes races, et ils se présentent comme le groupe nommé Tribu Concordantes. Ils expliquent aux Polans qu'ils sont un groupe formé d'un membre de chaque espèce, créé par la déesse, et qu'il leur manquait un humain. L'homme-bête Garou se présente en premier, suivi par l'elfe Sacha, qui informe Light sur le reste de leurs membres. Il y a Drago le Dragonute, le démon Diablo, l'Oni Albaro, l'elfe noir Sion, le nain Nano et le centaure nommé Centaure. Garou dit qu'il cherchait juste un humain pour compléter leur groupe, puis Sion ajoute qu'ils ont créé ce groupe pour mettre fin au racisme et créer un monde où chacun est traité équitablement. Light trouve cela trop beau pour être vrai, mais il ne peut pas laisser passer un groupe d'apparence si merveilleuse, et il rejoint volontiers la concorde des tribus. Bientôt, ils commencent à partir à l'aventure, et Light est le maillon le plus faible de leur équipe. Il doit être sauvé des monstres par Drago et Sacha, qui lui disent n'a pas que d'être plus prudent, car un seul coup des monstres le tuerait. Light s'excuse de son imprudence, mais Sacha commence à l'examiner pour des blessures, tout en lui disant de rester derrière eux en permanence. Le reste du groupe commence à taquiner Sacha parce qu'elle est secrètement obsédée par Light et se soucie beaucoup de lui, et elle rougit en expliquant qu'elle ne le voit que comme un membre du groupe. Light se sent inutile car il ne peut rien faire à part porter les bagages, mais Drago lui dit qu'il fait un thé délicieux et que c'est suffisant pour lui. Light est vraiment heureux d'entendre cela, et il suit joyeusement l'équipe plus profondément dans le donjon. Bientôt, ils arrivent dans un espace ouvert, avec une seule entrée et sortie, et les membres du groupe se regardent, avant de décider que c'est l'endroit parfait pour leur plan. Ignorant le plan, Light commence à préparer du thé pour tout le monde, quand Drago l'approche et lui dit qu'il est de renvoyer du groupe. Light ne peut même pas assimiler cette déclaration, et demande ce qu'il a fait pour être viré, et l'homme bête Garou lui dit qu'il est renvoyé parce qu'il ne fait rien.
Tout le monde dit à Light à quel point il est inutile et stupide, et même Sasha agit avec dégoût envers lui. Le reste du groupe commence à lancer des insultes à Light et à la race humaine. Light pense que c'est une sorte de farce, mais ils lui disent que personne n'a de temps libre pour faire des farces à un bon à rien comme lui. Ils demandent pourquoi il se comportait si gentiment avec lui jusqu'à présent dans ce cas, et ils répondent que ce n'était que de la comédie. Drago lui dit que leurs supérieurs ont remarqué son don, le gacha illimité, et ont pensé qu'il pourrait être un maestro. C'est pourquoi ils ont ordonné à la Concorde des tribus de le surveiller de près. Mais une fois qu'ils ont déterminé que le don de Light était sans valeur et qu'il ne pouvait pas être un maestro, ils ont donné le signal de se débarrasser de lui. Sasha est la plus soulagée de ne plus avoir à garder Light, car s'il était vraiment un maestro, elle aurait dû l'épouser, et la seule pensée de cela la répugne. Light ne comprend même pas ce que le mot maestro signifie. Mais alors Drago dit qu'ils lui en ont dit plus qu'assez et qu'ils doivent l'achever avant que d'autres aventuriers n'arrivent ici. Garou imite immédiatement Wolverine et sort ses griffes métalliques, les utilisant pour lacérer le visage de Light. Ce n'est que maintenant que Light réalise qu'il est vraiment dans de sales draps et qu'il n'y a aucun moyen de sortir de ce problème. Dans son désespoir, il s'enfuit aussi vite qu'il le peut et les salauds racistes se moquent de lui, disant qu'ils ne le laisseront pas s'échapper. Sasha lui tire une flèche dans la jambe et alors que Light tombe au sol et commence à crier, les elfes racistes disent qu'entendre des cris humains et comme de la musique à leurs oreilles. Garou décide de faire crier Light davantage et commence à l'agresser, mais Drago lui dit d'arrêter car ils doivent faire croire que l'humain Tuano est mort d'une embuscade de monstres. Garou obéit à ses ordres et se prépare à l'achever, mais Light rampe en avant, s'accrochant désespérément à sa vie. Soudain, le sol sous lui commence à briller et Light réalise qu'il est au milieu d'un cercle de téléportation. Drago le remarque aussi et ordonne à Garou de l'achever rapidement. Mais avant qu'il n'atteigne Light, le cercle de téléportation fait son travail et l'emporte. Cependant, la situation ne s'améliore pas beaucoup pour Light, même après avoir été sauvé des traîtres. Le piège de téléportation l'emmène à un endroit aléatoire dans le donjon, et il sait qu'au moment où un monstre le trouvera, il sera mort. Il commence à se souvenir de sa famille, en se demandant ce qu'il a fait pour mériter d'être trahi. Il pense à la gentillesse avec laquelle tout le monde l'avait traité avant de décider de le trahir. Il comprend maintenant que leur comportement aimable n'était qu'un acte pour qu'il les croie complètement, et ils ont montré leur vraie couleur à la fin. Il est vraiment furieux et canalise sa rage pour survivre. Il se lève, jurant qu'il se vengera de ces salauds et les déchirera de ses propres mains. Eh bien, avant qu'il ne puisse leur lancer plus d'insultes, Light entend un grognement sourd venant de derrière lui, et en se retournant, il trouve un monstre de niveau 1000 le fixant intensément. Lui, il panique en voyant le monstre car c'est quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Light réalise qu'il a été téléporté à l'étage le plus bas du donjon et qu'il aurait eu plus de chances de survivre à son groupe qu'à ce monstre. Alors qu'il se demande comment il pourrait même combattre le monstre, ses pensées se tournent vers son don, le gacha ultime, et il décide de tenter sa chance. Il commence à appuyer sur le bouton du gacha à plusieurs reprises, puis soudain son don ordinaire se transforme en quelque chose au-delà de ses rêves les plus fous. Un cercle magique géant apparaît sous lui et l'appareil de gacha commence à se renforcer. Light ne comprend rien, mais juste au moment où le monstre lui saute dessus, le tirage du gacha est terminé. Une servante de niveau 999 en sort et démolit le monstre en un instant. Tout est fini avant que Light ne puisse même cligner des yeux. Puis la servante cultivatrice d'aura commence à marcher vers lui. Elle s'agenouille devant lui et guérit instantanément ses blessures, lui disant qu'elle ne pouvait supporter de voir sa peau soyeuse blessée, alors elle l'a soigné sans demander permission. Light n'arrive pas à croire qu'il est parfaitement bien maintenant, puis la servante lui demande son nom. Il se présente comme Light et la servante est vraiment heureuse d'apprendre son nom. Elle jure par le code d'honneur des servantes, promettant de le servir jusqu'à la mort. Light lui dit que c'est cool, mais qu'elle devrait au moins donner son nom d'abord. La jeune fille se présente comme May, la servante éternellement en quête, et dit à Light qu'elle est issue d'une carte super ultra rare de son gacha illimité. Eh bien Light refuse de croire qu'une servante de niveau 999 sortirait de son don sans valeur, mais May demande la permission d'utiliser sa compétence d'évaluation sur son don pour en lire les détails. Il lui accorde immédiatement la permission et May utilise son Sharingan pour découvrir que ses capacités sont cachées sous un très fort voile et que quiconque en dessous de son niveau ne peut même pas les voir. Elle dit à Light que son gacha ultime est bien plus utile qu'il ne le pense. Les cartes qu'il tire dépendent fortement de la densité de mana de son emplacement, et il s'avère qu'il existe une autre classe de rareté au-delà de la super ultra rareté de May. May explique que la densité de mana de la surface est très faible, mais dans les profondeurs du donjon, l'air est plein de mana, ce qui lui a permis de la tirer.
Elle loue la bravoure de Light d'être venu seul dans les profondeurs du donjon pour libérer le plein potentiel de son don, et il lui dit qu'il est un raté qui n'aurait même pas pu s'approcher du donjon seul. Il commence à pleurer en lui racontant comment son groupe l'a trahi dans le donjon. Il commence à se plaindre de la façon dont ils avaient promis de créer un monde sans discrimination juste pour le tromper, puis jure de se venger d'eux. Mei le serre soudainement dans ses bras, disant qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'il a traversé, mais qu'elle fera tout ce qu'il voudra et que détruire les salauds qui l'ont blessé ne sera pas trop difficile pour elle. Cependant, Light lui dit qu'elle ne peut pas le faire, et ce n'est pas parce qu'il est gentil. Il veut juste se venger de ses propres mains, mais ce n'est pas possible pour l'instant car il est trop faible. Il jure qu'il les fera tous souffrir avant de les tuer, et Mei s'agenouille de nouveau devant lui, lui disant que s'il veut devenir assez fort pour se venger, elle l'aidera. Elle lui dit qu'elle croit en son potentiel, et Light ne peut que la remercier. Cependant, il n'est pas satisfait d'une seule beauté surpuissante dans son harem, et décide d'utiliser encore plus l'environnement riche en mana du donjon. Il utilise son gacha illimité à nouveau, invoquant plus de servantes de haute classe afin de créer un royaume qui servira de base à sa grande vengeance. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique, et maintenant Light règne sur des centaines de servantes à l'intérieur d'un palais qu'il a construit pour lui-même. Mei est toujours à ses côtés, comme elle l'avait promis le jour où elle l'a rencontré. Toutes les servantes semblent totalement éprises de lui, alors qu'elles l'encouragent, heureuses d'être remarquées par lui. Tandis que Mei leur dit à toutes de se comporter correctement, il sort du château et se dirige vers le marché local, où tout le monde le reconnaît, l'un des vendeurs l'appelant à son étal pour le petit déjeuner. Tandis que d'autres lui parlent de la pénurie de collations dans le pays, Light promet de s'occuper du problème rapidement. Tandis que Mei lui dit de ne pas s'inquiéter de si petites tâches, car elle s'assurera que le problème logistique soit rectifié dès que possible, Light réalise qu'il devra créer un nouveau système pour gérer la logistique puisque la population de cet endroit a augmenté de plusieurs fois au cours des 3 dernières années. Il demande à Mei où sont le reste de ses invocations légendaires, et Mei répond que Yuki, la dompteuse de bêtes, est occupée à créer des cartes de la zone près des donjons, explorant les forêts pour tout problème. Light pense à tous les monstres qui rôdent dans les forêts, mais sait qu'il ne poserait aucun problème à une dompteuse de bêtes géniale comme elle. Mei continue en affirmant qu'Ellie la mage travaille dur, essayant de créer la magie spéciale en accord avec son grand plan. Light se demande si Ellie pourra gérer cela. Puisqu'il y a tant de complexité dans les sorts magiques qu'il lui a demandé de créer, Light s'enquiert de Naz, la chevalière vampire, excellente au combat rapproché, mais un peu idiote dans d'autres domaines. Mais répond qu'elle lui a donné la tâche de patrouiller les terrains du château, ce qui l'empêcherait d'utiliser son cerveau vide et de se mettre dans toutes sortes de problèmes. Light ne s'en soucie pas, car elle rend les choses plus intéressantes autour du château. Bientôt, ils retournent au château, où Light finit par être appelé par Jack, la dernière de ses 4 invocations légendaires, qui lui demande si Light est prêt pour un entraînement, mais semble un peu agacé et dit à Jack qu'il devrait s'adresser à Light par son titre approprié, qui est Maître. Mais Jack est un vrai Sigma qui ne croit pas à ces conneries banales féministes, alors il l'ignore complètement. Light dit à Mei que c'est bon car il considère Jack comme un grand frère, et dit à Mei qu'il pense qu'il va aller à sa séance d'entraînement avec Jack maintenant. À l'intérieur du terrain d'entraînement, ils se préparent tous les deux à s'affronter, quand, avec une explosion de vitesse, Light se précipite vers son invocation, le frappant directement dans ses abdominaux en tablette de chocolat, le repoussant avec sa force surprenante. Jack semble satisfait de la puissance de Light, affirmant que n'importe quel aventurier normal serait mort s'il avait été frappé comme ça, mais il peut l'encaisser car il est bâti comme un tank et peut absorber une quantité folle de dégâts. Ils se rencontrent au milieu du terrain une fois de plus, les coups de poing s'entrechoquant avant qu'ils ne reculent. Light enchaîne avec un barrage de frappes que Jack esquive. Pendant ce temps, Naz patrouille toujours les couloirs, faisant rebondir sa petite tête vide quand elle est saluée par certaines des autres servantes qui commencent à la flatter, affirmant qu'elles se sentent toutes en sécurité puisque Naz est toujours là à patrouiller et à s'assurer qu'aucun danger ne rôde au coin de la rue. Naz est ravie, ce que les servantes voulaient, car elles décident de lui faire une farce en lui suggérant d'aller s'assurer que les appartements de Light sont sécurisés et que rien de mal ne s'y passe. Naz trouve l'idée géniale et se dirige vers la chambre. Mais quand elle essaie de l'ouvrir, Mei en sort. Naz demande à Mei ce qu'elle faisait dans la chambre de Light, puisqu'il doit être à l'entraînement à 7 heures. Mei commence immédiatement à rougir, affirmant qu'elle essayait de nettoyer la pièce pendant son absence. Naz lui dit qu'elle doit vérifier la pièce pour tout danger. Mais avant que Mei ne puisse la réprimander, Naz entre dans la pièce et remarque que le lit tout ébouriffé. Elle affirme, l'esprit vide, que cela ressemble à quelqu'un qui était sur le lit, reniflant les oreillers et se roulant, et demande à Mei si elle l'a fait exprès. Mei décide d'utiliser son cerveau simple à son avantage et affirme avec confiance que c'est son style spécial de faire le lit. Naz est impressionnée et demande si elle peut apprendre à faire cela aussi. Mais Mei refuse, affirmant que c'est un secret commercial spécial qu'elle ne peut pas encore révéler.
Sur ce, Naz se souvient que les servantes voulaient aussi qu'elle transmette leur message à May. Alors elle sort un parchemin et le donne à May, qui réalise que les autres servantes se révoltent contre elle pour avoir monopolisé la chambre de Light et ne jamais les laisser la nettoyer pour changer. May dit à Naz de ne pas s'en inquiéter car elle s'occupera elle-même des servantes et donne même à Naz de la monnaie pour qu'elle se taise, ce qu'elle prend joyeusement et s'en va. Elle se dirige immédiatement vers le marché et commence à regarder tous les produits alimentaires qu'elle peut obtenir avec l'argent, mais décide finalement d'essayer les crêpes moelleuses avec du lait frais. Sur ce, elle repart joyeusement vers le château, où elle trouve Yuki assise sur un balcon. Elle demande à Yuki si son travail dans les forêts est terminé, et fatiguée des bêtises de Naz, elle lui montre qu'elle a déjà créé la carte que May voulait et est de retour pour la livrer. Naz la félicite et retourne à son devoir de patrouille avant d'entrer dans la salle du trône. Une fois à l'intérieur de cette zone de mauvais goût, elle se met à crier de tout son cœur puisqu'il n'y a personne pour l'arrêter. Après cela, elle saute sur le trône lui-même et commence à le manipuler quand elle casse accidentellement l'une des ailes d'une statue d'ange. Effrayée par May, elle la remet immédiatement en place de manière désordonnée et s'enfuit à toute vitesse de la salle du trône. De retour sur le terrain d'entraînement, Light et Jack continuent de s'affronter quand Jack suggère qu'ils en aient fini pour la journée et aillent se détendre. Ils se dirigent bientôt vers la salle de bain et une fois dans l'immense baignoire, Jack félicite Light d'avoir appris toutes les compétences si rapidement, affirmant qu'il est assez fort pour que la plupart des créatures des donjons soient un jeu d'enfant pour lui, ce qui signifie que même peu peuvent le défier à la surface, mais l'avertit qu'il y en a encore qui voudraient complètement le détruire à la première occasion. Light devient sérieux en pensant à la trahison qu'il a subie il y a 3 ans, affirmant qu'il n'aura pas fini tant qu'il n'aura pas sa vengeance. De retour dans les appartements de May, elle appelle les 4 servantes problématiques et leur demande quel est leur problème en leur lisant leurs lettres. Une fois devant May elle-même, les 4 servantes se taisent, ne sachant que dire. Elles s'excusent auprès d'elle, affirmant que c'était juste leur façon de montrer leur soutien, car elles savent que May est surchargée de travail. May leur dit de ne pas s'inquiéter de son travail et de se concentrer sur le leur. Elle refuse leur demande de nettoyer la chambre de Light et les punit plutôt en leur donnant l'ordre de nettoyer à la main le couloir qui mène à la salle du trône. Les servantes sont surprises, affirmant que le couloir est trop long, mais May leur dit de continuer, car cela les occupera pendant qu'elle est en mission avec Light. De retour dehors, Naz est collée à la vitrine d'une boutique, lorgnant un gantelet qu'elle rêve d'acquérir, mais sans le moindre sou pour cela. C'est là qu'elle tombe sur Ellie, qui lui demande ce qu'elle fixe avec tant d'insistance. Naz pointe le gantelet, puis interroge Ellie sur son retour si précipité, car elle est censée superviser les travaux de la nouvelle construction en cours. Ellie répond que la construction avance sans accroc, alors elle a décidé de s'accorder une petite pause bien méritée. Elles finissent rapidement par se chamailler pour savoir qui est la plus proche de Light et la plus importante. Ellie dit à Naz qu'elle est directement impliquée dans le plan de vengeance que Light élabore. Contrairement à elle, Ellie prétend aussi avoir récemment passé une soirée des plus agréables, partageant une tasse de thé avec Light, où ils ont discuté de leurs avancées, et elle assure que la prochaine fois qu'ils se verront, elle organisera un dîner privé. Naz affirme que même elle souhaite prendre le thé avec le maître, avant de dire à Ellie qu'elle est experte en combat rapproché, donc si jamais elle a besoin d'aide, elle peut la contacter sans hésiter. Ellie sourit et lui dit qu'elle encaissera sûrement cette offre un jour, et sur ce, Naz retourne à sa tâche abrutissante. De retour au château, les 4 servantes sont affairées à comploter contre May, affirmant que May n'est pas meilleure que le petit homme à moustache colérique venu d'Allemagne, se demandant si elles devraient agir dans son dos et la dénoncer à Light. Mais elles y réfléchissent à 2 fois, car aucune d'entre elles ne veut subir sa colère. L'une d'elles réalise que Light tient tellement à May, parce qu'elle fut sa toute première invocation, tandis que celle aux cheveux violets affirme qu'il a fallu à Light les 2 mois suivants pour enfin invoquer Yuki, ce qui signifie qu'ils étaient tous les 2 seuls dans les donjons pendant 2 mois entiers. Elles deviennent incroyablement jalouses et commencent à se rouler par terre, faisant des choses étranges sous l'effet de l'envie, avant de décider de pratiquer de la magie vaudou. Elles s'assoient à table et scandent « Meurs » afin que May soit éliminée de l'équation. Malheureusement pour elle, May finit par tout entendre et entre dans leur chambre, les acculant une fois de plus. Les servantes commencent immédiatement à s'excuser, affirmant qu'elles étaient pas toutes juste un peu jalouses et n'avaient jamais pensé un mot de ce qu'elles avaient dit. May leur dit d'arrêter de fantasmer sur des choses étranges, car pendant les mois entre son invocation et celle de Yuki, Light était occupé à apprendre absolument tout ce qu'il pouvait sur la magie et à pratiquer chaque art martial qu'il pouvait essayer, donc ils n'ont jamais eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Cela soulage un peu les servantes, tandis que May affirme être revenue ici parce qu'elle sentait avoir été trop dure avec elle, mais elle réalise maintenant qu'apparemment ce n'était pas le cas. Alors elle leur dit de nettoyer aussi la salle du trône, puisqu'elles ont amplement le temps de pratiquer la magie vaudou. Complètement à la merci de May, les servantes n'eurent d'autre choix que de suivre ses ordres, nettoyant également toute la salle du trône. Elles décidèrent de garder le silence cette fois, pour éviter de s'attirer davantage d'ennuis. Mais en dépoussiérant le trône, l'idiote aux cheveux verts finit par faire tomber le morceau d'aile d'ange qui avait été brisé par Naz. Le morceau tombe au sol et les servantes sont horrifiées,
pensant que c'était de leur faute et se demandant ce que Mei allait leur faire. Le lendemain matin, Light entre dans le donjon pour y trouver Naz, Ellie et Yuki, qui l'attendent déjà. Il leur souhaite le bonjour, tandis que Naz et Ellie commencent déjà à se chamailler. Soudain, cependant, un monstre émerge des ombres et Light se fige brusquement, réalisant que c'est un chien de l'enfer. Il sait qu'il est bien plus fort qu'avant, mais le traumatisme de ce jour le hante toujours, son sang se glace chaque fois qu'il voit la bête. Son groupe, cependant, n'a aucune peur, tous s'enragent du fait que le chien de l'enfer ait mis Light dans un tel état. Naz se prépare à le découper en petits morceaux, tandis qu'Ellie demande la permission d'éradiquer l'espèce entière des chiens de l'enfer de ce monde, et Yuki se demande si elle pourrait d'une manière ou d'une autre trouver l'enfer et pousser ce monstre directement dans ses fosses les plus profondes. Rien que leur aura renvoie le monstre en gémissant, car il réalise à quel point il est dépassé. Light, cependant, calme son groupe, alors qu'il retrouve son sang-froid et se dirige lentement vers le monstre. En lui donnant une tape, il sait que même s'il donnait l'ordre en plaisantant, ses invocations légendaires éradiqueraient réellement la race entière de ce monde. Il se tourne ensuite vers eux, affirmant qu'ils doivent se diriger vers la surface car ils vont commencer leur plan de vengeance aujourd'hui même. De retour à la surface, les hommes bêtes s'inclinent devant le membre de la race à fourrure qui faisait partie de ce groupe, ayant trahi Light et l'ayant laissé pour mort. Il semble être devenu une célébrité locale, les gens le suppliant littéralement de s'unir à leur sœur. Il marche aux côtés de ses acolytes, comme un véritable chef, quand il remarque un enfant humain fouillant les ordures pour trouver de quoi manger. L'homme bête est cependant un raciste invétéré, et sans aucune raison, décide de jeter l'enfant, lui disant de s'enfuir et de ne plus jamais être vu dans cette zone s'il tient à sa vie. Les autres hommes bêtes l'acclament comme des idiots, mais le bruit s'éteint lorsqu'il entre dans la taverne. Il choisit la meilleure place et dit à ses acolytes de commander autant qu'ils veulent, car il a amassé une fortune considérable, qu'il doit dépenser avant que le fisc ne le traque. Tandis que les humains meurent de faim dehors, ces créatures à fourrure reçoivent des brochettes de viande chargées sur un énorme plateau. Tous le louent d'être devenu une idole pour tous les hommes bêtes, même s'il est lui-même né dans les caniveaux et a gravi les échelons depuis les bas-fonds pour devenir le chef que tout le monde veut suivre. Il leur dit effrontément qu'il n'est pas si facile de devenir comme lui, car il a maîtrisé l'art de la persuasion et, puisque les hommes bêtes sont des suiveurs nés par instinct, il lui suffit d'exploiter cela correctement pour ensuite vivre comme un roi. Il affirme que le plus important est de trier les emplois et de décider lesquels sont rentables et lesquels demandent beaucoup d'efforts pour peu d'argent et de pouvoir. L'un des hommes bêtes idiots lui demande si le travail qu'il a géré il y a 3 ans avec le groupe du Concorde des 12 était rentable. Un autre homme bête le réprimande pour avoir posé des questions, et la bête loup leur dit que malheureusement, la fédération qui les a engagés leur a fait jurer le secret, donc ils ne peuvent vraiment divulguer aucune information à ce sujet. Il se souvient que c'était le travail le plus confortable et le mieux rémunéré qu'il ait jamais accepté, car tout ce qu'il avait à faire était de tuer un petit gamin humain, un bon à rien, et maintenant il est riche et célèbre. Cela le dérange cependant de n'avoir jamais compris où menait le portail. Mais il ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que Light ait pu y survivre. Il se demande ce qu'était exactement ce maestro que la Fédération tenait tant à trouver, mais il sent un frisson lui parcourir l'échine, ce qui signifie qu'approfondir la question pourrait être dangereux. Ses pensées sont interrompues par une belle jeune femme qui s'avère être Mei. Quand elle les interrompt et demande s'ils peuvent parler, elle lui demande s'il est Garo, le chef des hommes bêtes, et il prend une gorgée de son verre avant d'acquiescer de la tête. Mei lui ment en disant qu'elle était la servante de Maître Light, qui appartient à une famille de noble lignée. Garo est choqué d'apprendre que Light était membre de la noblesse et se demande s'il aurait été plus profitable pour lui de le garder en vie. Mais continue de mentir en disant qu'elle a cherché Light pendant les 3 dernières années et que toutes les informations l'ont mené à ce pays où il a été vu pour la dernière fois avec un nouveau groupe. Geralt répond qu'il était membre de ce groupe et que Light était bien avec eux, ce qui fait monter les larmes aux yeux de Mei, alors qu'elle ment en disant qu'elle a entendu dire que Light avait péri dans les donjons et n'avait plus jamais été revu. Goro acquiesce, affirmant que c'est la vérité. Light a connu un sort malheureux et est mort, mais Mei lui demande s'il pourrait la conduire à cet endroit, car cela lui apporterait un certain réconfort de trouver l'endroit où Light était encore en vie pour la dernière fois. Garo demande grossièrement ce qu'il y gagne, et à sa surprise, Mei dépose un sac contenant 3 lingots d'or massif. Les acolytes autour de lui sont choqués et sans voix, mais Garo contrôle ses expressions, se demandant s'il s'agit d'une sorte de piège ou si cette fille veut vraiment juste une escorte pour la mener dans les donjons. Il décide d'accepter car il est convaincu qu'une seule fille humaine ne peut même pas toucher un de ses cheveux, et encore moins représenter une menace pour lui. Garo l'emmène finalement dans les donjons avec tous ses acolytes en guise d'escorte, et après plusieurs heures de marche, demande à Mei si elle va bien. Mei a l'air épuisée, mais sourit, affirmant qu'elle peut encore marcher. Garo pense à la façon dont tous ses emplois incroyables semblent lui tomber dessus, car il va lui prendre tout l'or et la violer sur la tombe de Light. Finalement, ils entrent dans la caverne, où Light a été abandonné et laissé pour mort, et Garo dit à Mei que c'est là que Light a eu un accident. Il ment en disant qu'un groupe de monstres les a pris par surprise
et que Light n'a jamais eu le temps de fuir en sécurité, a été découpé en morceaux, puis pris dans un piège de téléportation, après quoi il n'a plus jamais été revu. May tombe à genoux, pleurant, tandis que Garou pense à quel point ces humains sont inférieurs, incapables de sentir le danger. Ses acolytes commencent à prendre position, bloquant la seule sortie, tandis qu'il continue de mentir sans cœur sur la façon dont il a essayé de le sauver, mais n'a pas pu juste au moment où il s'apprêtait à attaquer. La voix de May change, alors qu'elle affirme que seules les créatures les plus viles de la Terre pourraient égarer une personne au cœur pur, comme Light, l'attirer dans un donjon sordide, puis le trahir. Elle regarde autour d'elle, sachant que si elle était entrée au service de Light un peu plus tôt, il n'aurait jamais été frappé, blessé à la jambe par une flèche et battu à un cheveu de la mort. Garou ressent immédiatement la menace et recule d'un bond, se demandant comment diable cette femme peut savoir tout cela. Ses acolytes semblent confus, car ils ne connaissent pas la véritable étendue de cette affaire. Mais Garou sait que les seules personnes qui pouvaient être au courant de ce qui s'était passé sont les 12 membres de son groupe et certaines élites de la nation. Il exige de savoir pour qui elle travaille, lui demandant si elle est une espionne envoyée par une tribu ennemie. Elle se moque de lui, affirmant qu'elle ne travaille que pour Light et que maintenant il fera face à sa colère. Rien que l'énergie qui émane d'elle suffit à l'effrayer, ce qui est une surprise même pour lui-même. Il se rappelle qu'elle n'est qu'une humaine inférieure, bonne à rien d'autre qu'à être utilisée puis jetée. Mais elle lui donne des frissons dans le dos rien qu'en le regardant. Il réalise que ce n'est pas une blague, car ses instincts lui disent qu'il mourra s'il la combat. Avant que May ne puisse les achever, cependant, la voix de Light sort du coin sombre, lui disant de se calmer car il s'occupera de Garou tout seul. Garou refuse de croire la voix qu'il entend, mais Light se révèle enfin, saluant Garou comme s'il était de vieux amis perdus de vue, affirmant qu'il est là pour lui rendre la monnaie de sa pièce pour ce qu'il a fait il y a 3 ans. Garou semble immédiatement retrouver sa confiance, alors qu'il rit, affirmant qu'il n'aurait jamais cru revoir Light, et se moque de lui, lui disant qu'un chétif humain de niveau 15 ne peut rien faire contre un boss de raid de niveau 150 comme lui. Il rit en lui disant qu'il n'a aucune idée de comment diable il a survécu, mais que maintenant il peut le tuer de ses propres mains et apporter son corps comme preuve. Light pousse un soupir, demandant s'il n'est même pas curieux de savoir qui est May et à quel point elle est forte. Garou admet qu'il n'a aucune idée de la force de sa petite servante, mais il est absolument certain que de chétifs humains ne pourraient jamais se comparer à des hommes bêtes comme eux. Il se vante que tous ses acolytes sont au-dessus du niveau 130 et qu'ils les écraseront simplement. Sur ce, il donne l'ordre d'attaquer et 2 de ses subordonnés se précipitent immédiatement vers Light, prêts à lui ôter la vie. Mais en un clin d'œil, May apparaît devant eux et leurs têtes tombent au sol au même endroit, tandis que leur corps sans vie s'effondre. Elle avertit que quiconque tentera de menacer Light perdra la tête, mais Light lui dit de reculer et de simplement bloquer toutes les issues, car il veut aussi participer au plaisir. Les hommes de Garou semblent perdre le moral, car ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent de voir. Mais Garou essaie de les rassurer, affirmant que ce n'était qu'une ruse bon marché qu'elle avait utilisée et rien d'autre. Light demande s'il pense toujours vraiment que les humains leur sont inférieurs, et s'il a déjà envisagé que peut-être la race humaine est la plus forte de toutes les races. Garou rit à cela, affichant son niveau, mais Light répond que le niveau n'est qu'un chiffre, et qu'il n'a rien à voir avec la force réelle de quelqu'un. Garou en a cependant assez entendu, et avec tous ses acolytes, il se jette à l'attaque. Mais à sa surprise, Light reste immobile comme l'eau avant d'exploser soudainement en une contre-attaque, bloquant et frappant chaque chien, les faisant tomber à la renverse. À bout de souffle, Light s'approche de Garou, lui demandant s'il pense toujours que les humains sont plus faibles. Mais Garou ne peut accepter cette humiliation, alors il surmonte la douleur et se relève une fois de plus, affirmant qu'aucun humain ne pourrait jamais l'égaler. Sur ce, il arrache un cristal magique de sa poche et le fracasse au sol, invoquant son familier qui s'avère être un monstre loup de niveau 500. Light demande si c'est tout ce qu'il a pu rassembler. Mais Garou pense que Light est juste trop stupéfait et effrayé pour répondre correctement. Il dit à Light de commencer à supplier pour sa vie, mais Light reste simplement là, lui disant d'attaquer, promettant de ne pas bouger d'un seul pouce de l'endroit où il se tient. Garou s'enrage et ordonne à sa bête de tirer une décharge sur Light, si concentrée qu'elle pourrait anéantir une ville entière. Mais alors que la poussière se dissipe, sa mâchoire tombe au sol. Il aperçoit Light, immobile, exactement comme il l'avait dit, sans une seule égratignure sur son corps. Light se moque de lui pour avoir donné un nom si fantaisiste à son attaque, alors que tout ce qu'elle a fait, c'est soulever de la poussière pour rien. Garou est laissé sans voix. Tandis que ses acolytes commencent à se faire dessus de peur, Light affirme que maintenant il va attaquer et décide de sortir une carte, comme s'il était dans Yu-Gi-Oh! Il libère la carte ultra rare de niveau 9000 du dieu loup primordial, qui apparaît derrière lui, toute brillante et translucide, laissant les hommes bêtes choqués au-delà de toute raison. Sur ce, Light dit au dieu loup de tuer le familier de Garou, mais au lieu de tirer une décharge super puissante sur eux, tout ce que le dieu loup fait est de laisser échapper un souffle doux. La puissance contenue dans ce souffle cristallise le loup de Garou et le brise en 1000 morceaux juste devant lui. Tandis qu'il reste là, impuissant, Garou perd finalement la tête,
incapable de croire que son monstre loup de niveau 500 a été démoli en une seconde. Mais Light affirme qu'il aurait pu s'occuper du monstre lui-même s'il l'avait voulu aussi, et pour le prouver, il révèle son véritable niveau qui s'avère être au maximum à 9199. Garou balbutie et tremble en affirmant que cela ne peut pas être possible puisque les humains atteignent un maximum au niveau 100. Et si Light était vraiment le même humain qu'à l'époque, il aurait un peu grandi pendant tout ce temps. Light révèle qu'il utilise un anneau d'âge pour arrêter sa croissance physique parce qu'il veut se souvenir de lui-même et du jour où il a été trahi par la pire racaille de la Terre. Garou réalise qu'il est perdu et n'a absolument aucune chance de vaincre la monstruosité que Light est devenu. Il sait qu'il est un homme mort, alors il fait ce que n'importe quel lâche ferait et jette ses armes, s'excusant auprès de lui pour ce qu'il a fait, affirmant qu'il a été forcé de le faire à cause de la Fédération. Il prétend que même aujourd'hui, il n'avait aucune intention de nuire à qui que ce soit et allait dire la vérité, mais ses acolytes ont élaboré ce plan tout seuls et l'ont entraîné là-dedans. Ses subordonnés n'arrivent pas à croire que c'est la même personne qui exhibait ses compétences et sa force ce matin même. Il baisse la tête et implore le pardon, et accepte même d'être son animal de compagnie personnel si Light le souhaite. Light, cependant, ne s'en soucie pas, et lui demande simplement ce qu'est exactement un maestro, et pourquoi le gouvernement tient tant à le trouver. Garou répond honnêtement qu'il n'a aucune idée de qui il s'agit, et que le gouvernement leur a simplement dit que ce serait probablement un humain. Light demande ensuite pourquoi ils ont décidé de le tuer une fois qu'ils ont pensé qu'il n'était pas le maestro. Garou s'incline immédiatement, affirmant qu'il n'en a sérieusement aucune idée, et qu'ils ont juste reçu l'ordre de le faire. Light tourne son attention vers les acolytes et leur demande s'ils ont des informations. Pour sauver leur peau, les subordonnés commencent tous à affirmer qu'ils ont les informations que Light désire. Mais Mei utilise son œil spécial pour percer leurs mensonges et les découpe en morceaux, répandant du sang partout, alors qu'elle affirme que quiconque ment devant Light mourra de ses mains. Il se tourne ensuite vers Garou une fois de plus, lui demandant s'il avait une chance de gagner s'il allait à la surface et faisait la guerre. Garou répond honnêtement qu'il est extrêmement fort et pourrait affronter des nations entières seul. Mais une fois que les nations s'uniraient avec toutes les armes qu'elles collectent, alors il pourrait avoir du mal à gérer la situation, car il n'est qu'un homme avec une servante. Light sourit, affirmant qu'il veut lui montrer quelque chose, et utilise la magie de téléportation pour les transporter dans sa propre salle du trône. Garou est choqué au point de devenir mentalement dérangé en voyant l'armée que Light a amassée, le pion le plus faible étant de niveau 1500, avec 4 servantes de niveau 9999, et d'innombrables autres allant du niveau 6000 au niveau 9000. Garou est incapable de parler alors qu'une larme coule sur son visage, réalisant que Light pourrait anéantir la planète entière en un clin d'œil, ce qui fait de lui un dieu, et il se demande ce qui se passerait une fois la guerre déclarée. Quelques mois s'écoulent lorsque Light sort enfin de l'abîme des donjons et, accompagné de son groupe, il se rend dans son ancien village, dans l'espoir de montrer à sa famille qu'il est en fait devenu une personne assez forte pour prendre soin d'eux pour toujours. Quand il atteint enfin son village, cependant, ses yeux, qui étaient remplis de joie et de nostalgie du foyer, se remplissent de choc et d'horreur alors qu'il est témoin de l'état de destruction dans lequel se trouve tout son village. Il court vers le village, incapable de croire ses propres yeux, et tombe au sol, complètement désespéré. Mei et les autres le réconfortent et promettent de se venger de quiconque a fait cela à son village. La seule lueur d'espoir qu'il ait eue fut le fait qu'en fouillant le village, ils n'ont jamais trouvé les corps de sa famille parmi les autres villageois morts. Alors il s'accrochait toujours à l'espoir que sa famille ait pu échapper au bain de sang et se cache peut-être encore quelque part dans ce pays. Quelques semaines se sont écoulées depuis l'incident et Light décide de revisiter le village détruit une fois de plus. Il voulait tout évaluer avec un esprit calme, car la dernière fois il était si mentalement anéanti qu'il aurait pu manquer des détails importants, ce qui pourrait lui donner un indice sur ce qui est arrivé à sa famille. Cette fois, il est accompagné d'un chevalier en armure nommé Gold et d'une assassine aux cheveux gris nommée Nen. La vue du village le remplit une fois de plus d'effroi, mais il reste composé et, avec l'aide de ses compagnons, crée un tas de tombes pour les villageois morts. Il dépose des fleurs sur les tombes tout en réalisant que c'est définitivement l'œuvre d'un groupe d'aventuriers d'une autre race. Tandis qu'il était plongé dans ses pensées, Gold commence à se plaindre qu'ils doivent se dépêcher, car sinon il devrait dormir à la belle étoile cette nuit. Nen se fâche contre lui, affirmant que Light est en deuil et qu'il devrait lui accorder tout le temps dont il a besoin. Gold dit à Nen qu'il irait jusqu'au sommet des montagnes couvertes de glace et aux profondeurs de l'enfer le plus profond pour Light, mais il sait aussi qu'ils doivent trouver un endroit sûr pour se reposer, qui serait confortable pour lui dans cet état de deuil. Nemb ne peut pas contester cela, et cette petite discussion semble égayer l'humeur de Light, qui sourit et se lève, leur disant de se détendre car il se sent très bien. Il affirme qu'il trouverait bientôt un logement, mais qu'ils devraient d'abord recueillir davantage d'informations. Ils savent déjà que leurs forces sont suffisantes pour affronter le monde entier, mais Light pense toujours qu'ils devraient avancer avec prudence et ne pas être trop pressés de déclencher une guerre totale. Gold est d'accord, affirmant qu'il faut connaître son ennemi aussi bien que soi-même si l'on veut gagner une guerre sans encombre. Light est d'accord,
affirmant qu'il devrait d'abord déterminer les forces de toutes les différentes nations. Et en plus de cela, il pense aussi que le raid sur son village pourrait être lié au fait qu'il pourrait être un maestro potentiel. Le fait que la société secrète qu'il avait autrefois condamné à mort aille jusqu'à tuer tout le monde dans son village le met en rage, et il promet de réduire le monde entier en cendres, juste pour en extirper tout le mal. Nem est choqué par l'aura émanant de Light, mais Gold le calme, lui disant qu'il doit maîtriser sa colère tant qu'ils sont en ville, car ils ne veulent pas encore commettre de massacre. Cela ramène Light à la réalité et il se calme avant de sortir un petit masque étrange et un peu sinistre alors qu'ils se préparent à entrer dans la ville. Ils commencent à voler vers la cité de Daga et en chemin, Nem demande à Light quels sont leurs plans une fois à l'intérieur de la ville. Light leur dit qu'ils doivent rester discrets au début afin que la concorde des 12 ne se méfie pas d'eux et qu'ils doivent s'inscrire à la guilde des aventuriers. Une fois inscrits, ils augmenteront le rang de leur groupe autant que possible, car plus leur groupe sera de haut rang, plus ils pourront obtenir d'informations de la part de personnes qui souhaitent leur aide ou de celles qui veulent gagner leur faveur et leur protection. Gold répond que le plan est excellent, mais demande s'il ne devrait pas marcher à partir de maintenant, sinon ils se feront immédiatement remarquer, comme le nez au milieu de la figure. Light est d'accord, et ils décident de revenir au sol et de continuer à pied. En marchant à travers la forêt, ils entendent des cris venant de l'avant et réalisent qu'un groupe de nains a complètement encerclé un homme et sa fille. Prêts à les voler, les nains remarquent une armure dorée et brillante et leur disent de sortir à découvert. Et Light donne finalement à ses serviteurs l'ordre de s'occuper de ces petits nains. Nem s'en débarrasse facilement, ceux-ci étant sous le choc, ligotés les uns aux autres au milieu de la forêt, tandis qu'en signe de remerciement, l'homme leur offre de les emmener jusqu'à la ville de Davos. La petite fille semble vraiment impressionnée par eux, car elle n'a jamais entendu parler d'un humain battant un nain au combat, et l'homme convient qu'il est très rare de trouver des humains aussi forts. Il demande à Light s'ils sont un groupe d'aventuriers célèbres, mais Light répond honnêtement qu'ils ne sont même pas encore inscrits, ce qui choque réellement l'homme. Quoi qu'il en soit, il dit à Light qu'il est venu au bon endroit s'il veut fonder un nouveau groupe, car la cité de Daga est construite à la frontière du royaume nain, qui est rattaché à la fois au royaume humain et elfique. Cela entraîne une grande variété de donjons et d'aventuriers dans cette zone, ce qui génère de nombreuses disputes, mais aussi beaucoup de commerce. C'est également très populaire auprès des humains, mais comme les humains sont souvent victimes de discrimination dans de nombreux endroits, il tient lui-même une auberge où les gens de toute race sont traités avec un respect égal. Light et son groupe descendent de la charrette à l'entrée de la ville et remercient l'homme qui leur dit de l'appeler colonel et les invite à son auberge s'ils décident Bopragi de passer la nuit. Une fois à l'intérieur de la cité, ils commencent à s'imprégner de toute l'agitation et du faste avec des boutiques à chaque coin de rue vendant des armes et des armures, tandis que des forges illuminent les rues avec des nains fabriquant des épées et des boucliers à l'intérieur. Après s'être imprégnés de la splendeur de la ville, ils se dirigent vers la guilde des aventuriers où ils entrent dans une grande salle remplie de gens regroupés autour de tableaux de quête. Et Light remarque que beaucoup d'aventuriers humains semblent également être présents ici. Mais le racisme semble toujours exister même ici, car ils cèdent le passage aux aventuriers d'autres races. Pour l'instant, Light décide d'ignorer cela et se dirige directement vers le bureau d'inscription. Quand on leur attribue le rang F, Nem s'enrage, disant à la femme au comptoir qu'elle doit corriger son attitude si elle ne veut pas que quelqu'un d'autre le fasse pour elle. Elle dit à la réceptionniste de vérifier à nouveau le rang, car Light est incroyablement fort et mérite d'être au moins de rang S. La réceptionniste, cependant, ne cède pas, et lui dit de s'éloigner avec son odeur d'humaine et d'accepter le rang qui leur est attribué. Avant que Nem ne puisse dire quoi que ce soit, Light l'arrête et s'excuse auprès de la réceptionniste, acceptant le rang avec grâce et sortant. Une fois dehors, Nem commence à s'excuser pour tout, mais Light lui dit de se calmer et emmène son groupe à l'auberge du colonel. Le colonel est heureux de les revoir et leur demande ce qu'il pourrait faire pour eux. Light affirme avoir une requête inhabituelle et demande à louer tout l'étage supérieur de l'auberge pour un mois entier, période durant laquelle personne d'autre que lui et son groupe ne seraient autorisés à y aller, pas même les membres du personnel de l'auberge. Il s'excuse d'avance pour les problèmes que cela pourrait causer, mais affirme que c'est important. Il sort ensuite une bourse remplie de pièces d'or et la lui tend en guise de paiement, mais le colonel refuse, affirmant qu'il ne pourrait jamais prendre d'argent de quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Light insiste cependant et le colonel finit par céder et accepte le paiement. Une fois à l'étage supérieur, Light utilise différentes barrières taux magiques pour s'assurer qu'ils resteront protégés des regards indiscrets, puis il retire son masque et sa cape. Pendant qu'ils se détendent, Nem dit à Light une fois de plus qu'il aurait dû rester en arrière et la laisser, elle et Gold, s'occuper de recueillir toutes les informations qu'ils voulaient, car même si Light est vraiment fort, on ne prend jamais trop de précautions. Cela irrite beaucoup Light, qui se lève de sa place, demandant si Nem veut lui refuser sa vengeance, l'empêcher de traduire en justice les personnes qui ont détruit son village et sa famille. La même aura de mort et de destruction revient à lui, effrayant Nem qui se met immédiatement à ramper sur le sol, implorant le pardon,
affirmant qu'elle n'a jamais voulu l'offenser. Light finit par se calmer et s'excuse auprès de Nem, car il sait qu'elle veut juste qu'il soit en sécurité, et c'est tout. Le lendemain matin, ils se préparent enfin à entrer dans les donjons, alors ils s'habillent pour la journée et se mettent dans une longue file menant aux portes principales des donjons. Alors qu'ils faisaient la queue, 3 silhouettes encapuchonnées coupent la file devant un groupe de jeunes aventuriers humains, simplement par l'assurance avec laquelle elles s'insèrent. Light savait déjà que ces aventuriers appartenaient à une autre race. Mais alors que tous les autres groupes humains étaient effrayés, Light a pris la parole et a dit aux hommes encapuchonnés de reprendre leur place dans la file, comme tout le monde. L'un des hommes encapuchonnés se retourne en colère et stupéfait. Surpris qu'un humain ose lui parler, Light lui dit que s'il appartient à une famille noble, il ne voudra probablement pas faire de scène, mais l'homme encapuchonné semble avoir ses propres problèmes de colère alors qu'il s'apprête à dégainer son arme. Mais l'autre membre de son groupe l'arrête et il se retire rapidement de la file. Mais en repartant, l'homme encapuchonné dit à Light que ce n'est pas encore fini. Tous les humains acclament Light, affirmant qu'il n'aurait jamais eu le courage de parler aux autres races, tandis que les jeunes aventuriers devant lui demandent pourquoi ils n'ont pas apporté de provisions. Selon eux, ce donjon est vraiment vaste, et il pourrait falloir plusieurs jours pour le nettoyer. C'est pourquoi les aventuriers apportent toujours leurs provisions, afin de pouvoir camper la nuit. Bientôt, ils entrent dans les donjons et se retrouvent dans un monde complètement nouveau, rempli de ses propres créatures et monstres. Une fois que Light fut sûr que personne n'était là pour les voir, il utilise sa magie de dissimulation, puis sa magie de vol, afin qu'ils puissent traverser les donjons sans que personne ne les remarque. Pendant ce temps, au milieu de la jungle, l'homme encapuchonné retire sa cape. Toujours en colère de la façon dont ce petit morveux d'humain l'a manqué de respect, il sort l'énorme épée de son dos, criant que son nom est Kaido, le plus jeune elfe à avoir jamais rejoint les rangs des chevaliers blancs d'élite, et qu'il a le sang du maître qui coule en lui. Il détruit tous les orques dans sa rage, leur transperçant la tête, tandis que l'elfe noir nommé Yun lui dit de se calmer. Kaido est toujours furieux car il est incapable d'augmenter son niveau, qui semble plafonné à 1500. Il lui dit que tout elfe normal est généralement plafonné au niveau 700, mais Kaido n'est pas satisfait de cela, et se promet de dépasser ce niveau quoi qu'il arrive. De retour au 3e étage, Light et son groupe ont déjà nettoyé cet étage également, et décident d'en rester là pour la journée, et de récupérer toutes les gemmes magiques comme preuve d'avoir terminé le niveau. Une fois qu'ils eurent tout, ils décidèrent de retourner à la surface. En admirant la beauté de ce donjon, ils réalisèrent que sans la capacité de voler, il aurait fallu beaucoup de temps juste pour passer d'un étage à l'autre. Mais grâce à leurs compétences, ils peuvent nettoyer plusieurs étages en une seule journée. En revenant, ils remarquent les jeunes aventuriers affrontant un groupe de gobelins. Light décide de les observer alors qu'ils parviennent à tous les tuer grâce à un bon travail d'équipe. Mais Light descend immédiatement et tue un serpent des buissons qui rampait vers la jeune mage à l'arrière. Light dit aux jeunes aventuriers qu'ils ne devraient pas trop se concentrer sur l'ennemi devant eux et toujours être conscients de leur environnement, et les jeunes hommes le remercient de son aide. Quand soudain un groupe de loups émerge de la forêt, les aventuriers ont peur et veulent s'enfuir. Mais à leur grande confusion, les loups n'attaquent pas, mais s'enfuient simplement. Mais toutes leurs questions trouvent une réponse. Quand une énorme mante émerge de la forêt, prête à tout détruire sur son passage, et que seul Light se tient entre le monstre et la vie de ces jeunes aventuriers, les jeunes aventuriers ont la gorge nouée en fixant la mante terrifiée, essayant de formuler un plan pour s'échapper vivant de cet endroit. Le chef du groupe se retourne et essaie de rester fort, mais sa voix le trahit alors qu'il dit d'une voix tremblante à Maya, la fille serbe aux cheveux roses, qu'elle devrait utiliser son sort de boule de feu sur la mante pour essayer de la distraire. Il se tourne ensuite vers Light et le supplie de les aider car ils ne peuvent survivre à ce monstre que s'ils travaillent ensemble. Il dit à Light qu'ils doivent, d'une manière ou d'une autre, collaborer et faire trébucher le monstre, ce qui devrait leur donner suffisamment de temps pour s'enfuir de cet endroit. Light le regarde un peu confus et demande s'ils ne veulent pas chasser la bête. Le petit garçon regarde Light choqué et crie que bien sûr ils ne veulent pas chasser la bête parce que la bête est en train de les chasser en ce moment même. Light demande alors si ce serait acceptable s'il tuait le monstre et réclamait le butin. Le garçon pense que Light a perdu la tête et lui dit que son plan est ridicule et que le monstre est trop fort, qu'ils doivent s'enfuir le plus vite possible et alerter la guilde à propos de ce monstre super puissant car ils doivent sceller le donjon immédiatement. Light, cependant, sourit simplement et dit au garçon de ne pas s'inquiéter et de simplement reculer. Il se tourne vers Gold et Nem qui semblent tous deux impatients de se dégourdir les membres, et Nem affirme que cela devrait être un bon échauffement puisque le monstre mante doit être au moins de niveau 500. Ils étaient sur le point de décider qui irait en premier, mais Gold décide de tricher et se précipite seul vers le monstre. La mante le frappe avec ses faux, mais Gold bloque l'attaque avec son épée avant de parer chaque coup que la mante lui lance. Cela semble énerver le monstre qui fracasse ses faux dans le sol, tandis que Gold saute en arrière pour se mettre en sécurité.
Il affirme que le monstre a encaissé le choc de ses attaques et pourtant il n'y a même pas une égratignure sur lui, ce qui signifie que ses faux sont vraiment très solides. Nem se moque de lui, affirmant que Gold est faible et qu'il cherche des excuses. Light décide de s'y mettre ensuite et libère la carte de la flèche de feu, ce qui crée un cercle magique et une énorme explosion de feu se lance vers la menthe. À leur surprise, le monstre parvient à le dévier vers Light et son groupe qui saute en arrière pour esquiver l'explosion. Les jeunes aventuriers sont choqués de voir le niveau des sorts utilisés devant eux, car ils n'avaient jamais vu de joueur au-dessus du niveau 100 auparavant. Le jeune chef se tourne immédiatement vers Maya et lui dit de lancer un sort d'explosion pour les aider, mais la fille se tourne vers le garçon et lui crie qu'ils sont complètement dépassés ici. Elle affirme que Light vient d'utiliser une magie de classe de combat très élevée, et cela sans aucune incantation ni lancement de sort, ce qui est au-delà de l'incroyable, car elle n'a jamais vu personne faire quelque chose de pareil auparavant. Le garçon affirme qu'il ne saisit pas vraiment la gravité de la situation, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il devrait aider le groupe de Light. Gold entend tout cela et rit, disant aux jeunes aventuriers de rester en arrière et de profiter du spectacle car ils doivent d'abord apprendre. Sinon, ils mettraient leur vie en danger pour absolument aucune raison. Il promet de leur apprendre à se battre comme un chevalier, à se défendre avec un bouclier et en même temps à attaquer avec l'épée. Pendant qu'il parlait aux enfants, le dos tourné vers la menthe, le monstre essaie de profiter de la situation et lance une attaque contre lui. Les enfants regardent avec horreur, incapables de prononcer un mot d'avertissement, mais Gold n'a pas besoin d'aide car il utilise simplement son bouclier pour bloquer l'attaque avec une telle précision qu'il brise complètement la faux de la menthe. Faux! La menthe hurle de douleur et le sang commence à jaillir de son corps, tandis que Gold dit aux enfants qu'une contre-attaque bien synchronisée avec un bouclier est souvent plus forte qu'une attaque à l'épée. Sur ce, il se retourne immédiatement et prend la menthe par surprise, lui tranchant net une de ses pattes. Les enfants sont stupéfaits par cette démonstration de force, tandis que Light décide de montrer ses propres compétences également, et utilise une fois de plus sa compétence de flèche de feu, que la menthe repousse comme auparavant. À sa surprise cependant, Light est capable de contrôler le projectile de l'attaque et l'utilise pour prendre le monstre par surprise en le frappant dans le dos. Il continue d'utiliser son souffle de feu à volonté, frappant la menthe de tous les côtés à la fois, submergeant complètement ses sens et la repoussant. Maya est choquée par cette démonstration car elle n'a jamais vu quelqu'un contrôler le projectile de ses attaques à volonté. Light parvient à frapper la menthe avec une précision chirurgicale en utilisant ses flèches de feu et fait exploser l'une de ses faux. Réalisant qu'elle est dépassée face à ses aventuriers, la menthe décide de s'enfuir avec ses membres restants pour se mettre en sécurité, et Light réalise que le monstre est plus intelligent qu'il ne le pensait. Mais cela n'a plus d'importance à ce stade, car il n'y a nulle part où elle puisse fuir. Light révèle sa carte de mur de feu et crée immédiatement un immense mur de flammes déchaînées, coupant la voie d'évasion, forçant la menthe à faire demi-tour. Maya est de nouveau époustouflée en réalisant que Light vient d'utiliser une magie de classe tactique sans absolument aucune incantation ni sort, ce qui est inouï. Light et son équipe s'approchent de la menthe, prêts à l'achever. Mais le monstre a un dernier tour dans son sac alors qu'il révèle ses ailes et prend son envol. Light réalise qu'il pourrait en fait s'échapper, alors il décide de laisser Nem s'occuper du reste. Et immédiatement, elle saute en l'air, sort ses dagues et achève le monstre d'une seule attaque incroyablement stylée, détruisant complètement la bête. Elle atterrit sur le sol, satisfaite d'elle-même, mais Gold la ramène à la réalité, affirmant qu'elle a fini par détruire toutes les parties utiles qu'ils auraient ne pu vendre juste parce qu'elle voulait faire une attaque stylée. Nem réalise ce qu'elle a fait et commence à s'excuser auprès de Light, tandis que les jeunes aventuriers restent là, trop stupéfaits pour parler, alors qu'ils digèrent ce qu'ils viennent de voir. 3 aventuriers ont vaincu un monstre ment de niveau 500, ce qui est incroyable pour eux, et ils commencent à se demander qui sont réellement ces gens. Light dit à Nem de ne pas s'en faire car ils tueront d'autres monstres en chemin, mais l'un des aventuriers finit par trouver la gemme magique qui se trouve au cœur d'un monstre et qui est l'objet de butin le plus important. L'humeur de Nem s'illumine immédiatement car ils peuvent maintenant monter en rang grâce à la gemme magique. Le chef des jeunes aventuriers s'approche de Light et lui demande s'ils sont un groupe d'aventuriers super célèbres et s'ils sont de rang B, de rang A ou de rang S. Light répond calmement qu'ils sont un groupe de nouveaux aventuriers qui sont actuellement de rang F. Cela laisse les jeunes aventuriers stupéfaits car même eux sont d'un rang supérieur au rang F. Maya crée immédiatement une boule d'eau et l'offre à Light et à son groupe afin qu'ils puissent se nettoyer. Light les remercie de leur générosité, mais les jeunes aventuriers lui disent que sans Light et son groupe, ils seraient probablement morts aujourd'hui des mains du monstre ment. Le chef des aventuriers propose alors à Light et à son groupe de passer la nuit avec eux dans leur camp.
puisque le soleil se couche et que se promener dans les donjons pendant la nuit est dangereux, même pour les aventuriers les plus forts. De plus, Maya a vraiment hâte de parler à Light de toute la magie qu'elle a vue aujourd'hui. Light décide d'accepter l'invitation et les rejoint à leur campement où ils commencent à dîner. Maya commence à poser toutes sortes de questions à Light quand celui-ci remarque qu'elle-même semble être une bonne mage. Maya refuse immédiatement, affirmant qu'elle ne peut même pas lancer de magie de classe de combat normale et encore moins en lancer une sans incantation. Les autres membres du groupe ne comprennent toujours pas ce qu'il y a de si impressionnant dans la magie que Light a exécutée, ce qui met Maya en rage qui éclate contre eux et explique qu'il existe 3 classes avancées de magie. La classe de combat, comme les flèches de feu qui sont destinées à attaquer une seule cible. Ensuite, il y a la magie de classe tactique, comme le mur de feu que Light a utilisé plus tôt, qui affecte une vaste zone à la fois. Et enfin, il y a la magie de classe stratégique, qui a un impact global et peut invoquer des météores, des tsunamis et des tremblements de terre, mais elle nécessite plusieurs mages talentueux de très haute classe pour être opérée. Elle affirme ensuite que la magie de classe avancée est généralement normale pour des races comme les elfes, les dragons et les hommes bêtes, mais les humains n'ont pas assez de mana pour l'utiliser correctement, donc le simple fait que Light puisse utiliser cette magie serait en soi un grand exploit. Mais il utilise ses sorts de magie avancés sans aucune incantation, ce qui est un exploit légendaire. Gold et Nem sont tous deux d'accord avec Maya, affirmant qu'elle semble bien connaître son sujet. Le jeune chef du groupe affirme que Maya est sa sœur et qu'elle est également très douée en magie. C'est pourquoi elle a été acceptée à l'école de magie du duché. Ce nom est familier à Light, qui demande si c'est celle qui est basée dans l'endroit appelé la Principauté des Neufs, où toutes les races sont censées être traitées de manière égale. Le garçon hoche la tête, mais ses yeux s'attristent lorsqu'il révèle que leurs parents ont fini par mourir lors de la dernière épidémie. C'est pourquoi Maya n'a jamais pu y aller. C'est la raison pour laquelle il a créé ce groupe avec ses amis d'enfance, afin qu'ils puissent réunir suffisamment d'argent et envoyer Maya à l'école de magie du duché. Cela rappelle à Light sa propre petite sœur, et il rassure les jeunes aventuriers, leur disant de ne pas s'inquiéter car il est certain qu'ils atteindront bientôt leur objectif. Sur ce, ils décident de mettre fin à la nuit et le lendemain matin, ils ressortent avec des cargaisons de cristaux de gemmes magiques de haut niveau, stupéfiant la réceptionniste, tandis que les autres groupes Zojimon se demandent qui sont ces gens, d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait. La réceptionniste accepte avec joie leurs cristaux et revient avec l'argent, après quoi ils quittent la guilde et commencent à traverser le marché. Chaque personne présente sur le marché semble les reconnaître, car l'histoire d'un groupe de rang F ayant vaincu un monstre mante de niveau 500 s'est apparemment répandue comme une traînée de poudre, créant un véritable buzz. Light est ravi de l'attention qu'il suscite, mais soudain ils sont approchés par 2 individus qui leur demandent s'ils sont bien ceux qui ont vaincu le monstre de niveau 500. Nem dégaine immédiatement sa dague, exigeant de savoir ce qu'ils veulent et pourquoi ils les abordent de la sorte. Les gars reculent aussitôt, affirmant être amicaux et se présentent comme Souval et Gilles. Gil prend la parole, déclarant qu'il ne croit pas vraiment à cette histoire, mais cela a pour conséquence la dague de Nem sous sa gorge, alors qu'elle exige de savoir s'il est en train de traiter Light de menteur, ce qui est inacceptable. Celui dit de se calmer, car ils sont tous de son côté, Light ayant prouvé que les humains ne devaient pas être pris à la légère. C'est alors que Sul et Jill sont appelés par leur groupe, ils souhaitent donc bonne chance à Light et à ses compagnons avant de s'en aller, les laissant seuls. Light et son groupe se mettent bientôt en ligne pour entrer à nouveau dans les donjons, où ils entendent les autres races se moquer des affirmations, selon lesquelles un groupe humain aurait vaincu un monstre mante. Une fois entrés dans les donjons, ils recommencent à voler dans les cieux lorsqu'ils aperçoivent Maya et les autres marchant à travers les champs verdoyants, profitant de la nature. Light décide de s'arrêter et commence à leur parler. Maya sort timidement une pommade faite maison qu'elle a apprise de sa grand-mère et l'attend à Light en guise de cadeau pour les avoir aidés. Light l'accepte avec joie et réalise qu'il doit lui donner quelque chose en retour, un geste de gratitude. Il sort secrètement une carte magique et la transforme en bracelet avant de la donner à Maya. Elle accepte volontiers le cadeau et promet de le chérir pour toujours. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils volèrent dans les cieux, Nem demande pourquoi Light a donné à Maya un objet si puissant en échange d'une pommade ennuyeuse et inutile. C'est étrange. Gold se moque du petit cerveau de Nem, affirmant que c'est l'intention qui compte. De plus, Light lui a donné un bracelet magique qui peut créer de petits miracles. Si l'utilisateur souhaite quelque chose avec suffisamment de force et de conviction, c'est un objet précieux. Un tel objet pourrait être inutile pour Light, mais pour Maya, cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort. D'autre part, Light et son groupe retournent à la guilde des aventuriers après quelques jours, et Nem exige de la réceptionniste qu'elle promeuve immédiatement Light au rang S, car il ne mérite rien de moins que cela, c'est une évidence. La réceptionniste lui dit nerveusement que ce n'est pas possible, car ils ont un système de rang bien établi à la guilde. Elle rappelle à Nem qu'il y a seulement quelques jours, ils ont fait une exception pour Light et l'ont promu directement au rang D après qu'il ait tué la menthe à faux, ce qui était déjà exceptionnel. Cependant, la réceptionniste se laisse intimider par le harcèlement constant de Nem et dit que si Light peut accomplir un autre grand exploit, il pourrait obtenir une nouvelle promotion. Light aime l'idée et il décide de partir à la recherche d'un chasseur d'aventuriers dont on dit qu'il ne cible que les humains,
une cible intéressante. Il en parle à Gold et Nem la nuit, et ils conviennent que capturer le chasseur d'aventuriers pourrait lui valoir une promotion. Cependant, ils n'ont aucune idée par où commencer leur enquête, alors qu'ils réfléchissent à toutes les pistes possibles, cherchant des indices. Light remarque soudain quelqu'un se dirigeant vers eux. Il met immédiatement son masque tandis que ses amis se préparent à l'action, puis un portail apparaît devant eux. Ils attendent avec impatience qu'un ennemi en sorte, mais étonnamment, c'est Maya qui en tombe, à leur grande surprise. Light la rattrape et constate qu'elle est malmenée et épuisée, puis le bracelet qu'il lui avait donné par le passé se brise soudainement en deux. Light met Maya au lit tandis qu'elle continue de murmurer qu'elle doit se dépêcher de tout raconter à Light, avant qu'il ne soit trop tard. Il soigne d'abord ses blessures, puis décide de plonger dans ses souvenirs pour découvrir comment elle en est arrivée là. Il découvre qu'hier, des aventuriers ont parlé au groupe de Maya du tueur d'aventuriers, qui ne ciblait que les humains, une menace sérieuse. Ils ont conseillé aux enfants de quitter le donjon immédiatement, et le chef du groupe a été d'accord avec eux. Le groupe s'est immédiatement dirigé vers la sortie, mais même la nuit venue, il n'était pas encore à mi-chemin. Le chef a vu que tout le monde était épuisé, et il a hésité à savoir s'il était sûr d'installer un campement, une décision difficile. Quand ils ont vu un autre groupe qui avait complètement caché leur visage, Maya a dit à son frère qu'il devrait aussi avertir ces gens du danger, et il a fait de même. Ils étaient loin de se douter qu'il parlait aux tueurs d'aventuriers eux-mêmes, qui ont soudainement commencé à se dire qu'ils auraient dû faire un meilleur travail pour nettoyer leur désordre. C'était une erreur. Les enfants n'ont même pas compris ce qu'il voulait dire, quand l'elfe noir June a commencé à rire d'eux et à les traiter de stupides. Le chef du groupe était toujours confus à ce sujet, et puis Kaido a sorti son épée, leur disant qu'ils étaient les tueurs d'aventuriers et que leur groupe allait être leur dernière cible de la journée, une révélation glaçante. Les enfants ont finalement réalisé qu'ils faisaient face à leur pire cauchemar, mais même à ce moment-là, le frère de Maya et ses amis ont dit à Maya de courir se mettre en sécurité pendant qu'ils retenaient les meurtriers racistes. Ils ont chargé Kaido, qui s'est vexé du fait que de simples gamins humains aient même l'idée de le combattre, c'était une insulte. Il a immédiatement frappé le frère de Maya en premier, et quand les deux autres garçons se sont précipités sur lui, il les a abattus sans pitié d'un seul coup également. Maya était terrifiée et dévastée par cela, mais les garçons n'étaient pas encore prêts à reculer, ils voulaient se battre. Ils se sont relevés et lui ont dit de s'enfuir et de réaliser ses rêves. Ils ont chargé Kaido une fois de plus et il les a abattus instantanément. Maya n'a pu que crier en réponse, et Yon a commencé à sermonner Kaido, lui disant qu'il avait besoin des humains vivants pour ses expériences. C'était crucial. Kaido a répondu que tout insecte qui oserait le combattre serait traqué, puis a dit à Yeon qu'il en avait laissé au moins un en vie. Yeon a décidé de lui pardonner cette fois car les mages humains étaient rares. Il a décidé d'emmener Maya, mais Kaido voulait s'amuser un peu avec elle avant cela, pour son propre plaisir. June lui a dit de faire ce qu'il voulait et est parti, et Maya était terrifiée. Kaido lui a dit qu'elle devrait plutôt être heureuse, car une future légende comme lui était prête à utiliser une humaine sale comme elle. Maya n'a même pas pu prononcer un seul mot, mais juste à ce moment-là, son frère s'est levé, lui disant de s'enfuir, de ne pas rester. Yeon était stupéfait par sa ténacité, et il a dit à Kaido qu'il voulait vraiment préserver le garçon pour ses expériences. Cependant, le frère de Maya savait qu'il n'avait vraiment aucune chance de survivre aux blessures qu'il avait subies, et c'est pourquoi il n'a pas hésité un instant à risquer sa vie pour sauver sa sœur, c'était son devoir. Il a dit à Maya de s'enfuir et de vivre une longue vie, et désespérée, elle a obéi à son ordre. Yeon a dit à Kaido de la capturer, et il s'est énervé parce qu'il ne voulait recevoir d'ordre de personne. Il a décidé d'abord d'abattre le garçon, qui a soudainement commencé à répéter ce que Gold avait dit plus tôt, des mots étranges. Il a murmuré que les batailles étaient une question de créativité et d'habileté, et qu'il avait la chance de montrer son talent maintenant. Kaido l'a juste regardé marmonner des choses, et n'a même pas pensé qu'il valait la peine d'y prêter attention quand soudain, le garçon lui a jeté son épée au visage, le prenant au dépourvu, une attaque inattendue. Kaido a réussi à esquiver l'épée d'une manière ou d'une autre, mais ce n'était qu'une feinte pour que le garçon lui balance son bouclier et le mette à terre. Kaido était enragé qu'un humain brise sa fierté, et il a immédiatement envoyé une pointe de lumière blanche à travers la poitrine du garçon, un coup fatal. Il a commencé à marcher vers lui pour en finir, mais heureusement, Yeon s'est interposé et lui a dit d'attraper la fille en fuite, d'abord avant qu'elle n'alerte qui que ce soit. Kaido, furieux, a décidé d'écouter ses paroles de raison et a poursuivi Maya, bloquant rapidement sa voie d'évasion avec les lames de lumière, une manœuvre rapide. Il lui a dit qu'elle devait apprendre à se comporter correctement devant le porteur de la légendaire épée des elfes, puis à créer de multiples lames de lumière, les utilisant comme un escalier pour descendre au sol, avec une certaine arrogance. Maya a décidé de riposter car elle ne voulait pas gâcher la chance pour laquelle son frère et ses amis avaient sacrifié leur vie. Elle a tiré des stalactites de glace sur Kaido, qui s'est facilement défendu. Cependant, il s'est énervé quand Maya a essayé de s'enfuir et lui a lacéré la jambe, s'assurant qu'elle ne pourrait pas s'échapper, un acte cruel. Il lui a dit qu'elle aurait maintenant la grande opportunité de plaire à un futur héros comme lui. Maya s'est moquée de lui, lui disant qu'il n'était qu'un tyran qui aimait blesser ceux qui étaient dits plus faibles que lui. Et si elle avait jamais rencontré une personne digne d'être appelée un héros, c'était Light, sans aucun doute. Ces mots ont frappé Kaido là où ça faisait le plus mal, car il avait été traité de tyran toute sa vie par d'autres elfes. Il a craqué quand Maya l'a traité de lâche sans colonne vertébrale et a envoyé ses lames de lumière pour la tuer dans un accès de rage. Maya a désespérément souhaité un moyen de s'échapper et d'atteindre Light, car il était le seul à pouvoir l'aider, et son bracelet a transformé son souhait en réalité, la téléportant dans sa chambre. Maintenant que Light a appris toute son histoire, il dit à Nem et Gold qu'ils doivent se mettre en route immédiatement, sans perdre de temps.
De retour dans le donjon, Kaido rejoint Yeon qui est en train de soigner le frère de Maya, toujours en vie. Dès que Yeon voit Kaido, il l'interroge sur Maya et il répond qu'il pensait qu'elle s'était téléportée ici pour sauver son frère, c'était son hypothèse. Yeon perd son sang-froid et demande à Kaido comment un ancien membre des puissants chevaliers blancs a pu perdre face à une simple fille humaine. Kaido se met en colère et dit qu'il ne savait pas que la fille aurait un objet de téléportation avec elle, et entendre cela fait immédiatement paniquer Yeon, le rendant livide. Il réalise que si Maya atteint la guilde et leur raconte tout, le pays des elfes le découvrira rapidement et ils enverront les chevaliers blancs pour les arrêter et récupérer l'épée légendaire que Kaido a volée, ce serait une catastrophe. Kaido perd la tête en entendant cela car il sait à quel point les chevaliers blancs sont puissants et leur capitaine est de plus de 3000 niveaux. Il commence à taper du pied de frustration, mais Yeon lui dit qu'il n'est pas encore trop tard car s'il termine ses recherches, Kaido pourra dépasser sa limite de niveau et devenir plus fort que le capitaine des chevaliers blancs, c'est une chance. Kaido reprend espoir alors que Yeon lui dit qu'ils doivent trouver un endroit sûr pour commencer ses recherches. Mais juste à ce moment-là, Light arrive, leur disant qu'ils n'iront nulle part. Les elfes le reconnaissent de plus tôt et se demandent comment il a pu apparaître derrière eux si furtivement, c'est incroyable. Mais Light ne leur prête pas encore attention. Il met d'abord les deux garçons au repos, puis Gold lui amène le chef blessé, disant que ses blessures ont été très mal soignées. Les elfes sont choqués de voir que le garçon a été emmené sous leur nez sans qu'ils ne s'en aperçoivent, c'est une surprise totale. Light le soigne rapidement et dit ensuite qu'aucun des garçons ne méritait cela. Il menait une vie honnête et voulait juste amasser assez d'argent pour envoyer Maya à l'académie de magie. Mais maintenant, il est trop tard. Il pense qu'ils auraient pu être amis si les choses s'étaient même été passées normalement, et il est furieux d'avoir perdu cette possibilité à cause des elfes, c'est inacceptable. Il jure qu'il les punira pour cela, et Yeon essaie de contrôler la situation en disant qu'ils ne sont pas des criminels et qu'il a soigné le garçon après l'avoir trouvé gravement blessé. Cependant, Light révèle que Maya l'a contacté et qu'ils sait tous deux maintenant tous leurs secrets. Les deux elfes paniquent à ce sujet, mais Light les assure ensuite qu'il n'a encore rien dit à la guilde. Kaido se met soudainement à rire en entendant cela et dit que c'est son jour de chance car maintenant, il n'a plus qu'à en finir avec Light et personne ne saura ce qui s'est passé ici. C'est parfait. Light devient furieux en entendant cela et déclare qu'il ne laissera pas la guilde les capturer car ils sont sa proie. Il libère son intention meurtrière et dit aux elfes qu'il les déchirera à main nue sans aucune pitié. Il leur dit ensuite, ainsi qu'à Gold, de rester en dehors de ça et ils obéissent à ses ordres. Light marche vers les elfes et Kaido est énervé par sa confiance. Il bondit sur lui et balance son épée de toute sa force. Mais Light la bloque sans effort avec son bâton, avec une facilité déconcertante. Kaido est choqué par cela, mais il continue d'attaquer Light, qui n'a aucun mal à bloquer ses attaques. Alors que Yeon n'arrive pas à y croire, Gold et Nem pensent que Kaido est un faible qui ne peut même pas contrôler sa rage dans un combat, c'est pathétique. Light en a aussi marre de sa rage pathétique et part sa prochaine attaque, le faisant perdre l'équilibre. Il le frappe ensuite en pleine poitrine, lui coupant le souffle avec ce coup puissant, le laissant sans voix. Il se moque de l'elfe, disant qu'il attendait mieux de lui, et cela frustre Kaido à l'infini. Il se lève et déchaîne toute la puissance de son épée légendaire, envoyant des lames de lumière vers Light avec une fureur déchaînée. Light esquive facilement la première lame, mais un cristal de glace apparaît à cet endroit. Il frappe le sol. Light est surpris par cela et découvre que les lames magiques tirées par Kaido sont enchantées avec différents éléments. C'est une technique complexe. Il commence à courir pour esquiver les lames magiques et réalise qu'elles ne sont pas assez puissantes pour lui infliger des dégâts, même s'il reste immobile. Soudain, Kaido apparaît derrière lui et le frappe de toute sa force, mais Light n'a aucun mal à bloquer son coup avec une aisance déconcertante. Yeon est incrédule maintenant car aucun humain ne devrait pouvoir tenir tête à un elfe de niveau L500 comme Kaido, mais Light le domine clairement. Kaido est également frustré et accuse Light d'être un épéiste et de tromper les gens en portant des vêtements de mage, c'est une ruse. Il commence à faire une crise de colère et le traite de tricheur, mais Light répond qu'il est vraiment un mage. Kaido ne le croit pas, alors Light crée simplement des centaines d'épées de glace dans le ciel sans aucune incantation, un spectacle impressionnant. Kaido est intimidé par cela et dans son désespoir. Il envoie des épées magiques pour attaquer Light, qui contre précisément ces épées magiques en utilisant les stalactites de glace. Yeon n'en croit pas ses yeux, car il fait quelque chose que même les mages elfes les plus puissants ne peuvent accomplir, c'est extraordinaire. Pendant ce temps, Kaido continue d'essayer d'attaquer Light avec les épées magiques, mais il utilise ces stalactites de glace comme barrière pour se défendre contre toutes les attaques. Kaido commence à crier que Light doit tricher d'une manière ou d'une autre, car il ne peut pas battre l'épée sacrée Grendius, qui a été donnée à un vieux maestro par les cieux eux-mêmes, c'est impossible. Light est surpris en entendant cela, et demande à Kaido comment il sait cela. L'elfe arrogant se moque de lui, et dit qu'il le sait parce qu'il a le sang d'un maestro en lui, et que les gens l'appellent un sous-maestro, c'est une fierté. Mais c'est ici que cette vidéo se termine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures.